Alors, chers amis, bon, je suis ravi de vous retrouver ici à Belleville pour ce conseil fédéral un peu particulier, à mi-chemin entre un conseil fédéral habituel en présentiel et un conseil fédéral en visio, comme nous l'avons vécu ces derniers temps. Et j'en profite pour saluer évidemment les personnes qui nous regardent en ligne. Souhaitons que prochainement, on puisse à nouveau se réunir toutes et tous ensemble. Ce sera le signe que la pandémie qui nous touche aura reculé. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Elle progresse. Et à vrai dire, autant l'épisode du printemps était imprévisible, autant celui-ci était tristement écrit. Alors le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle, comme pour mieux se départir de sa propre responsabilité. 6 mois après le début de l'épidémie, les masques sont obligatoires, et nous recommandons cette obligation, mais ils coûtent toujours aussi cher dans le budget des ménages ou des étudiants et des étudiantes. C'est pourquoi nous continuons de demander la fourniture de masques, en particulier en tissu, bien sûr, pour éviter ces déchets qui peuvent durer jusqu'à 400 ans, mais aussi nous réclamons des masques inclusifs pour les fonctions publiques qui assurent l'accueil, pour que les personnes qui sont en situation de handicap ne soient pas laissées sur le bord du chemin. 6 mois après le début de l'épidémie, le gouvernement s'est enfin converti à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, tester, 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 mais l'intendance ne suit pas. Il faut souvent plus de 5 jours pour avoir des tests, 1 semaine pour avoir le résultat. Évidemment que pendant ce temps-là, le taux de reproduction, le fameux R0 du coronavirus, progresse. Nous demandons donc que les personnels soignants soient prioritaires, comme les forces de police, et bien sûr les cas contacts. À nouveau, autant il y a 6 mois, c'était compréhensible, autant là, c'est fantasque et incompréhensible de décider à Paris, dans un bureau, sans se soucier de l'application concrète. Alors, face à ce virus, nous ne sommes pas en guerre. Et à vrai dire, heureusement, parce que sinon, nous l'aurions perdu. Nous devons vivre avec le virus, pas dans son ombre. Chacun, chacune ses responsabilités, et nous appelons au principe de précaution, mais le gouvernement, en premier lieu, doit prendre ses responsabilités. Et nous ne pouvons pas tolérer que l'économie prenne le pas sur la santé, comme elle le fait déjà sur l'écologie, ou qu'elle prenne le pas sur nos libertés publiques. À ce titre, nous devons interroger la question de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Comme l'état d'urgence, ces mesures finissent par se banaliser. Nous avons alerté là-dessus, tant les tentations sont grandes. Ça va de l'interdiction de manifestation à parfois l'idée de l'interdiction de circulation, de liberté pour les plus âgés, ou l'idée parfaitement idiote et dangereuse de réserver la priorité des tests aux porteurs de l'application Stop Covid. Ce serait absolument inadmissible. Cette application, c'est un fiasco, il faut en prendre acte. Retenons que cet épisode illustre notre dépendance aux géants Google et Apple, et donc la nécessité d'investir dans le livre. Notre démocratie ne peut pas disparaître au prétexte que le gouvernement anticipe mal. Comptez sur les écologistes, bien sûr, pour rester vigilants sur ce point. Alors le Conseil fédéral de juillet nous avait permis de nous réjouir et de nous féliciter de nos bons scores aux élections municipales et de souligner l'immense responsabilité qui nous incombe. Aujourd'hui, nous sommes 3 mois après les résultats du second tour. C'est les fameux 100 jours après l'entrée en fonction de nos conseillers, conseillères, adjoints, adjointes et bien sûr de nos maires. Et c'est pas peu dire que nous étions attendus au tournant. On le savait, mais on n'est pas déçus. Nos actions et prises de position sont scrutées à la loupe. Nos propositions sont volontairement caricaturées. Nos adversaires souhaitent nous discréditer et, faute d'arguments solides, jettent l'anathème sur les écologistes. Le vieux monde nous rejoue encore et encore sa petite musique sur notre incapacité à diriger, à exercer le pouvoir. Alors je tiens à vous dire, à leur dire, nous assumons notre volonté de transformation de la société, nous assumons d'être l'alternative pour un monde plus juste, nous assumons notre volonté d'être fiers du monde que nous laisserons aux générations futures, parce que c'est ce qu'attendent de nous les citoyennes et les citoyens qui ont voté pour nous. Aux manettes depuis 3 mois, nos maires n'ont pas chômé. Que ce soit pour les cantines scolaires, l'aménagement des villes, la multiplication des voies cyclables, comme à Lyon ou à Bordeaux, l'aide aux familles les plus vulnérables, comme à Besançon ou à Poitiers, l'investissement en faveur de la réfection des écoles et des logements indignes, comme à Marseille. Nous avançons nos propositions, nous agissons concrètement, et oui, parfois nous bousculons et nous interrogeons les choses établies. À vrai dire, c'est notre rôle, y compris sur le Tour de France. Parce qu'après tout, quand une ville dépense de 600 000 € à plus d'1,5 million pour accueillir un tel événement, l'irresponsabilité serait de ne pas se poser de questions.
Oui, le Tour de France doit s'adapter aux enjeux du XXIe siècle, le féminisme et l'écologie, comme l'a très justement dit Léonore Mauconduit. D'ailleurs, il commence, parce que pendant 3 ans, vous aviez des hôtesses qui disaient nous ne voulons pas être les potiches, nous en avons marre de recevoir des jets d'urine pendant le Tour. Et pour la première fois, le Tour de France a modifié son protocole et un homme et une femme maintenant remettent les maillots sur les podiums. C'est donc que les critiques étaient fondées. Gageons que demain, le Tour apprendra à évoluer pour éviter de laisser dans son sillage les dizaines de tonnes de déchets qu'on trouve à chaque étape. Et ainsi, nous retrouverons la cohérence de la fête populaire de la petite reine que nous affectionnons toutes et tous. Mais c'est sur la 5G qu'on a entendu le plus. Un vrai festival. Les anti-progrès, la lampe à huile, les obscurantistes, les amiches. Alors on va faire clair. Ce débat pose des questions de principe et des questions de fond. Sur le principe, tout d'abord, le président avait accepté les demandes de la Convention citoyenne pour le climat. Un moratoire sur le déploiement de la 5G. Alors que vaut la parole présidentielle? On savait pour celle du candidat, mais celle du président de la République ne vaut plus rien non plus. D'ailleurs, en vrai, personne n'avait voté pour Macron pour le déploiement de la 5G. Nous qui sommes partisans de la démocratie en continu, on est bien d'accord, la démocratie représentative, un vote aux élections présidentielles fixe un cadre, et quand surviennent des questions, eh bien la délibération est nécessaire. C'est le rôle de la démocratie participative. Et là, on observe un passage en force, avant même 2 études importantes sur la santé, par l'ANSES, et le cycle de vie, par l'ADEME. Cette arrogance insupportable montre vraiment que ce gouvernement, ce président de la République, n'a tiré aucune leçon des 3 précédentes années de ce quinquennat qui définitivement paraît durer une éternité. Sur le fond, c'est bien sûr la question environnementale, la question de la consommation énergivore de cette 5G qui nous interpelle, pour la 5G en soi et pour les consommations induites. C'est la question de l'obsolescence programmée et de ces milliards d'appareils de téléphones portables, comme le mien, non compatibles avec cette nouvelle norme. Et c'est les objets connectés. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 22 milliards d'objets connectés, comme le promet Ericsson? Et que dire de l'extraction des terres rares qui sont nécessaires pour les produire? Ou du fait qu'ils peuvent tomber en panne assez rapidement? Et des tonnes de déchets à venir. Et on devrait accepter cela sans débattre. Encore au-delà, la question de la 5G, finalement, pose la question du rapport au progrès. La science est de notre côté, nous dit le GIEC. Science sans conscience, vous connaissez cette phrase, n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Et c'est difficile de ne pas y penser quand on voit des jeunes technos sauter comme des cabris pour dire innovation, 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 compétitivité, compétitivité, la 5G ou la mort. L'enjeu, c'est la finalité, c'est le sens. L'obscurantisme n'est pas là où on croit. Les obscurantistes, c'est ceux qui croient en la technologie, quoi qu'il en coûte, sans jamais questionner son usage et ses finalités. Nous interrogeons les usages du progrès et le projet de société que nous voulons pour demain, et c'est bien notre rôle. C'est le doute méthodique, cher à Descartes. D'autres feraient bien de s'en inspirer. C'est pourquoi nous demandons à ce que la Commission nationale du débat public, la CNDP, soit saisie. Nous n'avons pas peur du débat. Mais le président, par sa petite phrase, démontre à quel point il est hors sol, et pour le coup, assez peu connecté aux besoins des Français. Connecté, vous l'avez ? C'est bien. Parce que c'est ça la priorité, c'est l'accès correct à Internet pour tous et toutes. C'est ça l'égalité républicaine. Alors commençons par là. De plus en plus de démarches administratives se font en ligne, de nombreux territoires sont oubliés de la République, sans parler du désarroi dans lequel se trouvent de nombreuses personnes démunies face aux nouvelles technologies. En réalité, le passage en force du président révèle un projet de société du toujours plus et toujours pour les mêmes. On nous parle de télémédecine, comme si l'urgence, ce n'était pas à la proximité et à l'humanité dans les soins. On nous parle de 5G, mais des gens attendent encore la 1G, comme si la priorité n'allait pas à la couverture en Internet rapide ou en fibre de l'ensemble de la population. Comme si ces personnes n'avaient pas elles-mêmes déjà des difficultés pour accéder à la téléconsultation avant d'envisager la télémédecine. Alors, nous disons, avant de penser à connecter des frigos ou des brosses à dents, occupez-vous de connecter les Françaises et les Français. Et puis,
un mot quand même sur l'attitude de ce président, censé prendre de la hauteur de vue, censé garantir la concorde nationale. C'est quoi la réalité? Il passe du kéké qui fait du jet ski à rendre hommage à la République, puis retombe comme une crise d'adolescence dans l'insulte, le mépris et l'arrogance. Et encore, c'est pas très sympa pour les ados. On est vraiment très très loin de l'esprit de la République, justement, qu'il voulait honorer il y a quelques jours encore. Et sur la République, permettez-moi d'en dire un mot parce que nous sommes, ici et là, les injonctions se multiplient de nous exprimer sur les sujets dits régaliens. Comme si nous avions quelque chose à prouver. Comme si surtout ceux et celles au pouvoir, mais en fait, en vrai, c'est surtout ceux, désolé, comme si ceux au pouvoir n'avaient pas déjà démontré leur incapacité. Alain Coulombelle a raison, ce n'est pas en adoptant les us et coutumes de nos adversaires que nous gagnerons en crédibilité. Nous devons débusquer les faux semblants, démonter les raccourcis paresseux et aborder ces sujets dans notre propre langage, dans notre propre grammaire. Si on parle sécurité, c'est la droite qui a réduit le nombre d'effectifs de police. 11 000 sous Sarkozy. Et nos maires, ce sont nos maires qui en réclament davantage. Alors qui est crédible? Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, nous refait du sarkozysme de bas étage et multiplie les déplacements et les phrases vulgaires ou provoques pour mieux masquer l'inefficacité de son ministère. C'est par exemple le sujet très concret du cannabis. En France, nous avons la répression pénale la plus forte et le taux d'addiction des mineurs le plus élevé d'Europe. Quel bilan! Bravo! C'est ça la sécurité? C'est une question pour nous de santé publique, d'abord, mais également de sécurité, évidemment. Qui peut croire que c'est en persévérant dans l'erreur qu'on réglera quoi que ce soit? C'est pourquoi nous proposons d'expérimenter la légalisation pour mieux prévenir notamment la consommation chez les mineurs. Et cette demande est immédiate pour la légalisation du cannabis thérapeutique, bien sûr, pour soulager les milliers de patients et de patientes qui l'attendent. Et sur la sécurité toujours, qui est crédible? Le gouvernement avait décrété la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis rien ou presque. Si vous vous souvenez, il y a un mois, on avait accueilli le garde des Sceaux. Il nous avait promis des annonces, je cite, dans les jours qui viennent. Et puis rien. Dans les transports, dans la rue, au travail, c'est évidemment pas la vidéosurveillance qui réglera quoi que ce soit quand une femme ne peut pas porter plainte car le commissariat lui refuse sa plainte ou que la justice assure une impunité de fait des agresseurs. Un gouvernement qui n'assure pas la sécurité de 52% de la population, c'est un gouvernement crédible en matière de sécurité? Évidemment que non. Et puisqu'on parle de sujets dits régaliens, de République, un mot sur la laïcité, pilier fondamental de notre société. Là encore, il ne s'agit pas de singer les discours de nos adversaires. La laïcité, c'est finalement comme l'écologie ou le féminisme, elle ne souffre d'aucun adjectif. Nous savons que les termes d'écologie constructive, ou je ne sais quoi, consensuelle, ou de féminisme modéré, cachent bien des pièges. Non, les féministes qui ont obtenu le droit de vote ou l'accès à l'IVG étaient déjà taxés de radicales à l'époque, évidemment. Donc, c'est la même chose pour la laïcité, qu'elle soit inclusive ou de combat. Bien souvent, ceux qui la brandissent en étendard la détournent pour d'autres fins. Bien souvent, il faut le dire, c'est il faut le dire, et du coup j'ai du mal, c'est l'islamophobie qui les guide. Ou le fait, à nouveau, de multiplier les injonctions faites aux femmes. Pour nous, les écologistes, c'est très simple. La laïcité, c'est la loi de 1905, toute la loi de 1905, et rien que la loi de 1905. C'est vraiment un joyau. Vous allez me prendre un peu pour un taré, mais je la relis régulièrement. Et du coup, je vous partage l'article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Toute la loi de 1905. Donc aussi l'article 35, qui permet de fermer des églises, des synagogues ou des mosquées, où seraient prononcés des prêches anti-républicains. Cet article 35 réprime la provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres. Vous voyez, il n'y a pas de tergiversation possible, aucun laxisme à l'égard de l'islam radical, de l'islam dévoyé, par exemple. Mais rien que la loi de 1905, et non pas son instrumentalisation pour stigmatiser l'ensemble des fidèles. Et donc non, on ne peut pas interdire à une usagère de porter un voile ou un burkini, en tout cas pas au nom de la laïcité.
J'insiste là-dessus parce que derrière ces mots, derrière ces débats, une violence couve. C'est une violence verbale, c'est une violence en ligne, c'est une violence physique à l'égard des fidèles ou des athées, et souvent des femmes. En bout de course des prêches du condamné récidiviste Zemmour, c'est les fusillades sur les mosquées à Bayonne. C'est cela qu'il faut combattre. Et donc cessons d'intérioriser ces injonctions aux régaliens et assumons notre propre grammaire. Cessons d'intérioriser ces injonctions aux régaliens et assumons notre propre grammaire, surtout quand les autres ne sont pas à la hauteur. Car non, Monsieur le Président de la République, ça n'est pas juste un anniversaire. À vrai dire, si c'en était un, ce serait plutôt le 21 septembre 1792, proclamation de la Première République, au lendemain de la victoire décisive de Valmy, une des plus cruciales, une des plus décisives de toute l'histoire. Non, Monsieur le Président de la République, ça n'est pas juste un anniversaire, c'est une promesse tenue, un plébiscite du quotidien. La République ne se réalise dans les têtes et dans les cœurs que quand elle est à la hauteur de la promesse de son triptyque liberté, égalité, fraternité. La République, oui, on peut applaudir. La République, elle se réalise avec la loi pour l'éducation à la fin du XIXe siècle. Voilà la promesse républicaine en acte. La République, elle se réalise lors de la reconstruction après-guerre et l'invention de la protection sociale, le droit au travail, au repos, au logement et bien sûr le droit de vote pour les femmes. Voilà qui protège et qui soutient l'émancipation de toutes et tous. Aussi, quelle tristesse de voir dans le discours du président de la République l'indigence, le peu de place faite à la promesse non tenue en matière d'égalité. Quand vos politiques, Monsieur le Président, aggravent les inégalités, quand vous privilégiez les premiers de cordée plutôt que les plus précaires, quand vous envoyez balader le plan Borloo qui promettait de réparer la promesse républicaine dans nos quartiers, quand la pauvreté augmente en France sous votre mandat et du fait de vos politiques, vous trahissez la promesse républicaine que vous prétendez honorer. Voilà la réalité. Vous vous prétendez rempart face au FN, vous vous en faites le marchepied. À vrai dire, sous Sarkozy, on avait parfois de la peine à distinguer le FN, à l'époque, du RPR ou les Républicains. Aujourd'hui, quand on écoute certains membres d'En Marche, on se demande si ce n'est pas le Rassemblement national qui parle. Emmanuel Macron est en train d'assumer son vrai visage, réactionnaire. En pleine polémique valeurs d'actuel, Jean Castex embauche l'ancienne plume de Sarkozy, ex-chroniqueur à valeurs d'actuel, Camille Pascal, grand ami de Patrick Buisson. Ils appellent ça son tournant régalien. C'est un bien joli mot pour désigner la stigmatisation matin, midi et soir des sans-papiers, des femmes voilées, des immigrés, des féministes et des écologistes. Et surtout des femmes. Et bien sûr, ils réservent leurs attaques surtout aux femmes. Les polémiques n'en finissent plus sur la manière de s'habiller des femmes. De Weintraub au mouvement du 14 septembre dans les lycées et les déclarations de Valérie Pécresse contre les crop tops qui perturbent les garçons. Alors j'ai dû regarder ce que c'était un crop top, je vous l'avoue. Mais donc apparemment c'est un t-shirt un peu court qui menace donc notre République et perturbe les garçons. C'est bien sûr la faute du t-shirt. C'est aussi le boycott par des députés LR et LREM de la syndicaliste voilée, Mariam Pouchtou, vice-présidente de l'UNEF, invitée à nos journées d'été. À chaque fois que les responsables politiques ou les éditorialistes se permettent de juger les choix vestimentaires des femmes, c'est l'égalité qui recule. Laissez les femmes tranquilles. Elles sont les sujets d'une histoire en train de s'écrire, d'une domination en train d'être ébranlée par le courage collectif de millions d'entre elles. Ce n'est pas pour redevenir l'objet de toutes les lubies vestimentaires des uns et des autres, pour subir les fantasmes sexuels des uns et les paniques morales des autres. Alors du coup, contre les crop tops qui perturbent les garçons, Valérie Pécresse disait « Il faut réussir à avoir une tenue qui soit normale, et ça c'est du bon sens ». Son bon sens, elle déclarait également il n'y a pas si longtemps « Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage ». Voilà le bon sens. Non, on ne siffle pas. On peut en penser ce qu'on veut, évidemment, mais lui faisons pas ce plaisir. Non, Madame Pécresse, on ne veut pas de votre bon sens. Les jeunes ne viennent pas à l'âge adulte pour se conformer au bon sens de Valérie Pécresse et de Jean-Michel Blanquer. La génération climat est aussi une génération MeToo, et c'est aussi une génération Adama. Elle nous bouscule, et elle a bien raison de le faire. À nous de nous laisser bousculer.
Alors arrivent les prochaines échéances départementales et régionales. Et c'est l'occasion de parler collectif et donc de sport collectif. Parce que les écologistes, ils aiment bien le sport. Et elles aussi. Alors on doit avancer, je vais faire clair, on doit avancer comme un pack de rugby. Tranquillement mais fermement. La balle est dans nos pieds, vous suivez? À nous de la diriger vers l'en-but. C'est toutes et tous ensemble qu'il nous faut construire le projet qui portera notre victoire. Je la refais pour les amateurs de Tour de France et les amatrices. Parce que l'échappée solitaire, même la plus longue, ne permet de gagner qu'une étape, et pas le tour en entier. Albert Boulon, le bien connu, le record absolu de l'échappée solitaire, 253 km en 1947. Ouais, t'as vu? Entre Carcassonne et Luchon, il n'a pas remporté le tour pour autant. C'est en équipe qu'on arrive à arracher le maillot jaune. Il nous faut des grimpeurs, il nous faut des sprinteurs. Mais même sur un sprint, c'est la capacité d'une équipe à protéger son sprinter dans les derniers hectomètres pour lui éviter de prendre le vent ou de se frotter avec les autres. C'est cette capacité à travailler en équipe qui permet de gagner in fine, individuellement et collectivement. Alors le temps du sprint viendra. Mais considérons qu'avec les régionales qui viennent, on a plutôt affaire à des épreuves de montagne. La route est droite, mais la pente est forte. C'est une étape de consolidation, comme on dit. L'enjeu, c'est de consolider l'affirmation de l'écologie dans le dialogue avec les forces qui s'écologisent. L'enjeu, c'est de remporter des régions, construire des coalitions à vocation majoritaire qui permettront de l'emporter, mais qui permettront aussi de dire au pays « nous sommes prêts et prêtes à gouverner ». L'enjeu, c'est de conserver cette avance sur le peloton et préparer ensemble le sprint final. Alors, élection après élection, nous avons prouvé notre capacité à nous mettre au service du projet, lors des européennes, lors des municipales, et je souhaite que ce soit une nouvelle fois le cas pour les prochaines élections pour poursuivre la route jusqu'au présidentiel. Je tiens en particulier à remercier François Thiollet, délégué au projet, et Anna Laurent, chargée de mission au siège, pour le travail. Oui, il faut les applaudir. Alors vous savez pourquoi il faut les applaudir, mais c'est pour avoir le travail effectué pour cette plateforme de travail programmatique, un outil structurant sur lequel chaque équipe pourra s'appuyer pour élaborer un projet régional cohérent qui saura répondre aux enjeux de notre temps. Il vous sera présenté demain après-midi à cette tribune. Encore bravo pour le boulot effectué. Et bien sûr, l'infinité de manques, de reproches, de remarques, toujours constructives. À demain, c'est le premier tour de législative partielle. Alors je ne peux pas trop en parler évidemment, trêve républicaine oblige, mais j'appelle bien sûr toutes celles et ceux qui sont concernés dans leur circonscription à aller voter, et je vous donne rendez-vous pour le second tour avec, je l'espère, de bonnes surprises. Immédiatement après, ce sera le tour des sénatoriales, et là encore nous espérons des bons résultats qui nous permettraient de reconstituer un groupe écologique au Sénat. Et je veux saluer le travail immense réalisé par Hélène Hardy et Bruno Bernard pour mettre en œuvre ces sénatoriales, et bien sûr les secrétaires régionaux et régionales, pour mettre en œuvre ces sénatoriales dans de bonnes conditions, en plein cœur de l'été, et alors que nous avions les municipales dans les jambes. Dans le Tour de France, normalement, il y a des jours de repos, là, ils n'en ont pas eu. Ensuite, les campagnes départementales et régionales, donc, qui auront commencé, et notre rôle, c'est d'aller à la rencontre des habitantes et des habitants, d'écouter, de réunir, de proposer des idées, de construire les projets qui permettront de mettre en place la transition écologique dans nos territoires. Les régions, c'est des puissants leviers pour permettre de répondre aux inégalités sociales et environnementales. La préservation de la biodiversité, la condition animale, l'aménagement de nos territoires, le tourisme, la culture, l'entraide, les transports, et bien sûr, l'emploi. Et dans cette période de Covid, il est essentiel de rappeler, encore et encore, que la transition écologique est un creuset d'emplois durable et non délocalisable. Tout comme il est essentiel de rappeler que les subventions publiques accordées aux entreprises doivent être soumises à des conditionnalités environnementales et sociales. Nous ne pouvons plus tolérer les fermetures d'usines et délocalisations de la part d'entreprises qui ont touché des milliers, des centaines de milliers ou des millions d'euros de subventions publiques. C'est les Bridgestone à Béthune, c'est les General Electric à Belfort, c'est les Renault à Choisy-le-Roi. Et les larmes de crocodile de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron sont d'autant plus insupportables qu'elles sont ridicules. L'aide sans contrepartie, c'est la gabegie. C'est le bilan du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. D'après le rapport de France Stratégie, publié ce mercredi,
il aurait créé 100 000 emplois, pour un coût de près de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance. Alors que c'est 1 million d'emplois, 10 fois plus, qu'on aurait pu créer avec un chèque, via les territoires zéro chômeur, ou directement avec un revenu de base. Alors, ces élections locales sont une nouvelle marche qu'il nous faut franchir pour continuer à monter en puissance jusqu'en 2022, et nous devons nous concentrer sur leur réussite. Nous ne gagnerons pas seuls. Nous avons fait le choix lors de notre congrès de construire la maison de l'écologie, de rassembler, de nous dépasser pour construire une force politique écologique à l'automne. Autonome, à l'automne, peut-être. Ne commençons pas à trembler. Avançons sereinement et soyons fiers de porter nos couleurs. Nous avons fait le choix de nous ouvrir aux forces qui s'écologisent, mais attention, à celles qui s'écologisent vraiment. Parce que j'ai vu récemment la droite se découvrir une passion pour l'écologie, mais c'est en soutenant les pesticides, en proposant de détruire les coronapistes de vélo, en soutenant les énergies fossiles, la voiture, etc. Attention aux faux amis. En vrai, on aura l'occasion très prochainement de vérifier. C'est la bataille des néonicotinoïdes qui sera un indicateur assez sûr de qui est écologiste et de qui se contente de verdir son discours. Je voudrais en profiter pour saluer Yolène de Courson, victime d'intimidation, députée, victime d'intimidation de la part de la FDSEA, l'assurer de notre soutien le plus total. En démocratie, la violence et l'intimidation n'ont pas droit de citer. Et j'appelle solennellement la FNSEA à se désolidariser de ces pratiques inadmissibles. Lors de ce débat, nous verrons qui défend le vivant, la santé, celle des agricultrices et des agriculteurs et des consommatrices et des consommateurs, et des pollinisateurs. Là, je crois qu'on ne genre pas les abeilles. Et qui choisit l'obscurantisme, le productivisme, l'intensif à tout crin, et finalement la mise en danger de la biodiversité et d'autrui. Alors, chers amis, il faut suivre un peu. La route est droite, mais la pente est forte. Gardons le cap. Souvenons-nous de ces 4 C, la clarté, la cohérence, le courage et le collectif. Haut les cœurs et bonne campagne à toutes et à tous. Merci Julien.